Bonjour Louis de Crevoisier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes haut fonctionnaire au ministère de l'économie. Vous êtes l'auteur d'un essai coécrit avec Paul-Armande Veillon, Repartir du réel, sous-titré Économie, la parole aux classes moyennes, point d'exclamation. Pour tout comprendre, il faut revenir en 2019. La France sort de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron lance un grand débat national. On se souvient d'un président en bras de chemise au milieu des citoyens. On se souvient un peu moins des cahiers de doléances. 700 000 contributions tout de même, comme le miroir de la classe moyenne française aujourd'hui. D'abord, Louis de Crevoisier, comment en êtes-vous venu à vous plonger dans ces documents ? Merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Ce livre, nous l'avons écrit d'abord pour lutter contre une forme de fatalité. Une fatalité qui consiste à dire que demain, seuls les populistes pourraient répondre aux aspirations des classes moyennes. Et dans la période que nous traversons, où la science est souvent ramenée au rang d'une opinion, nous avons voulu montrer que la science économique peut toujours apporter des réponses et des réponses réalistes aux attentes des classes moyennes. Et dans la situation de blocage politique que nous traversons, c'est aussi le moyen de pouvoir faire émerger des consensus. Et pour cela, en repartant du réel. Et donc le réel, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois, vous l'avez dit, le grand débat national et la parole brute des Français qui s'est exprimée à cette occasion, mais également des réalités économiques qui s'imposent à nous. Des documents, ces cahiers de doléances, ils sont facilement accessibles ? Alors aujourd'hui, il y a deux types de documents auxquels on peut accéder. Il y a les comptes rendus des réunions locales du grand débat qui ont lieu dans 10 000 villes, villages en France et qui sont tous accessibles en ligne sur une plateforme. Il y a ensuite les cahiers de doléances qui ont été numérisés dans une dizaine de départements uniquement. Dans les autres départements, ils sont accessibles physiquement, mais pas en version dématérialisée. Alors, c'est la question centrale de votre livre. Qu'est-ce que la classe moyenne aujourd'hui, Louis de Crevoisier ? Il n'y a pas de définition, on va dire, académique des classes moyennes, et la science économique retient parfois une définition par le revenu. Donc ce sont les personnes qui sont au milieu de l'échelle de revenus, entre 20 000 et 40 000 euros de revenus par an. Nous, la définition qu'on a souhaité apporter pour souligner l'hétérogénéité des situations des personnes de la classe moyenne, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs des classes moyennes, on a retenu une définition qui repart de leurs aspirations. Et donc, ce sont pour nous toutes les personnes qui se retrouvent dans un travail qui paye, dans un mode de vie qui soit aussi soutenable écologiquement, dans l'ascension sociale également. Et c'est cette définition-là qu'on a souhaité retenir dans notre ouvrage. Une aspiration contrariée, hein. Je cite notamment une citation de votre livre, il démarre à peu près comme ça, une habitante de la Nièvre qui résume tout. On devrait tous avoir le droit à une certaine intégrité, le respect au quotidien, le droit de vivre convenablement, profiter du travail fourni pour aller au resto, en vacances. Tout est résumé sur ces aspirations contrariées. On a souhaité évidemment commencer le livre par la question du travail qui est aujourd'hui centrale dans les préoccupations des classes moyennes, avec le sentiment que le travail ne paye plus en France. Vous savez, en France, il y a 60% des impôts et cotisations pèsent sur le travail. Lorsqu'un salarié, par exemple, a un salaire net de 2200 euros, eh bien, les charges et impôts représentent la moitié du coût du travail. Et c'est un système qui n'incite pas à la progression salariale. Donc nous, ce qu'on a souhaité montrer, c'est que la science économique montre qu'il faut faire des choix. Vous ne pouvez pas à la fois augmenter les prestations sociales, inciter davantage au travail, baisser le coût pour les finances publiques, augmenter le taux d'emploi. Il faut faire des choix, il faut fixer des priorités. Et donc ces priorités, nous, en matière de travail, on a souhaité, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est à la fois baisser le coût du travail par une baisse de cotisation, pour commencer de 5%, c'est-à-dire 800 euros par salarié. C'est également faire en sorte que le travail paye plus que l'inactivité, qui est une demande forte exprimée lors du grand débat national. Et pour cela, ce qu'on propose, c'est l'idée d'un bouclier salarial, dont le terme a d'ailleurs été repris il y a quelques jours par la ministre chargée du budget, qui permettent de faire en sorte que lorsque vous allez travailler plus de temps, vous soyez payé au moins 50% du temps supplémentaire que vous allez travailler, indépendamment du fait que vos prestations sociales vous baissez lorsque vous êtes en bas de l'échelle de revenus. Et dernier point, pouvoir assurer la soutenabilité de notre régime de retraite qui fait face à une impasse financière, démographique, et c'est tout le débat évidemment actuellement sur ce sujet. Il y a le travail, il y a les impôts aussi. Vous reprenez aussi quelques propos durant ce grand débat national, sujet très actuel. L'impôt qui est perçu comme quelque chose d'injuste. En tout cas, on n'en a pas pour notre argent. C'est ce que disent certains des contributeurs. Absolument. Nous, ce qu'on a constaté en analysant le grand débat national et la parole des Français à ce moment-là, c'est une forme de paradoxe. Paradoxe entre le fait que, d'une part, 60% des Français aujourd'hui bénéficient de l'argent public, par les prestations sociales, par les services publics. 60% en bénéficient, et pour autant, 70% des Français se déclarent insatisfaits de l'utilisation de l'argent public. Et donc, au fond, comment on concilie ces deux constats ? C'est, comme vous l'avez dit, qu'ils estiment ne pas en avoir assez pour leur argent. Et donc, nous, ce qu'on essaye dans le livre de faire pour y répondre, c'est de proposer deux orientations. La première, c'est
d'essayer d'avoir davantage la culture de l'évaluation de l'argent public, et pour cela de faire comme au Royaume-Uni, aux États-Unis, de rattacher la Cour des comptes directement au Parlement pour faire en sorte que le débat parlementaire puisse davantage s'appuyer sur des évaluations objectives et faciliter l'émergence de consensus politique. Et la deuxième orientation, c'est celle qui consiste à mettre davantage de moyens sur la fraude fiscale, mais aussi l'optimisation fiscale, qui elle est légale, et notamment en taxant les holdings. C'est aussi un débat qu'il y a actuellement sur la taxation des plus riches. La chasse aux niches fiscales, on en parle beaucoup ces derniers jours. C'est un sujet extrêmement périlleux, pour le coup. Un des exemples qui revenait souvent lors du grand débat national, ce sont les taux réduits de TVA, par exemple, qui est aussi une forme de niche fiscale. Oui. Les classes moyennes sont évidemment opposées à la hausse de la TVA. Nous, ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est qu'évidemment, il faut conserver, par exemple, le taux réduit sur les biens alimentaires, qui est important, mais que pour autant, en France, si 60% de la fiscalité et du système social ne peut pas reposer sur le travail, et qu'il faut qu'on taxe davantage, par exemple, le capital et la consommation. Vous brisez aussi un certain nombre d'idées reçues dans votre livre Repartir du réel, Louis de Crevoisier, comme celle d'une prétendue hostilité aux problèmes écologiques. Finalement, ce n'est pas vraiment la fin du monde contre fin du mois, comme on l'a beaucoup dit, finalement, comme on l'a beaucoup écrit. Absolument, peut-être de manière paradoxale. En tout cas, nous, ce qui nous a frappé en étudiant les cahiers de doléances et les contributions au grand débat national, c'est le fait que les classes moyennes ne sont pas climato-sceptiques. Bien au contraire, elles appellent une action volontariste des pouvoirs publics en faveur de la transition écologique, mais elles souhaitent que cette action soit cohérente. Et par exemple, elles ne comprennent pas que le transport maritime, aérien soit moins taxé que la voiture. Elles appellent aussi une action publique qui soit équitable et qui ne remette pas en cause leur mode de vie davantage que les habitants, par exemple, plus aisés des métropoles. Et c'est le débat actuellement, par exemple, qu'il y a sur les zones à faible émission, qui traduit, je pense, le désarroi d'une frange entière de la population qui ne comprend pas pourquoi leur mode de vie est davantage remis en cause que dans les métropoles et qui se sentent, entre guillemets, prise au piège de la transition écologique. Et pour cela, dans le livre, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'il faut, sur les transports, changer la focale et s'intéresser davantage aux villes moyennes, aux petites villes. C'est ça, il y a une fracture géographique finalement entre les métropoles et puis les villes, comme vous dites, des petites villes, les villes de taille moyenne. Il y a un profond malaise aussi dans cette fracture-là qui se traduit. Absolument. Je pense que dans le livre, on essaie de revenir aussi sur ce malaise des petites villes, des villes moyennes en France, dont les centres-villes vivent, on peut dire, une forme d'agonie entre des commerces qui ne trouvent pas de repreneurs, des immeubles abandonnés, l'insécurité et la délinquance. Et le message qu'on essaie de faire passer dans le livre, c'est qu'il faut essayer de réenchanter les villes moyennes, les petites villes et ce cadre de vie en massifiant les transports en commun par la réhabilitation des logements. Et on propose un plan Marshall pour la réhabilitation des logements en centre-ville des villes moyennes, par aussi des opportunités pour les enfants, des opportunités professionnelles pour les enfants et les jeunes de ces villes moyennes. Parce qu'il est question d'ascenseur social là, par exemple. Absolument. On observe par exemple que dans les villes moyennes, les petites villes, les zones rurales, les jeunes ont tendance à moins s'orienter après leur lycée vers des études scientifiques, par exemple, que les ménages aisés des métropoles, alors même qu'on sait que ce sont des études qui fournissent une vraie chance d'ascension sociale. Il y a également cette manifestation cette semaine. Il y a eu cette manifestation contre la vétusté des lignes, les trains de la colère, on les a appelés, les lignes Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand. Ça confirme votre diagnostic finalement. Le problème n'est toujours pas réglé. Cette ligne vers Limoges, c'est un excellent exemple du malaise dont on parlait juste avant. Cette ligne, elle est essentielle pour la desserte de ce que certains appellent la diagonale du vide. Vierzon, Cahors, Limoges, la souterraine, elle est structurante pour ces territoires. Et il faut voir que entre les années 1970 et aujourd'hui, le trajet en train entre Paris et Limoges est passé de 2h50 à 3h30. Pourquoi ? Parce que on a, depuis plusieurs décennies, massivement investi dans la desserte dans la liaison entre les grandes villes, entre les grandes métropoles par TGV, au détriment de la liaison vers les petites villes et les villes moyennes. Et donc nous, ce qu'on propose, et le message qu'on essaie de faire passer dans le livre, c'est qu'il faut faire du rail un outil de développement territorial. Pour cela, prendre en compte évidemment la rentabilité économique des lignes, mais pas seulement, aussi des objectifs de développement économique ou de désenclavement des territoires. Et c'est le message, je pense, qu'essayent de faire passer ces habitants ces derniers jours. C'est du projet à moyen et long terme. Je reviens sur votre plan Marshall que vous proposiez sur l'aménagement des villes moyennes. On est dans une période où il faut faire des économies, où on va raboter certaines dépenses. Là, c'est un plan Marshall. Quelle somme serait investie à peu près ?
En fait, c'est parce que la proposition qu'on formule, elle amène nécessairement à faire des choix. Et ces choix, c'est par exemple accepter de peut-être moins investir dans le logement social et davantage dans ce qu'on appelle le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, ce sont des logements qui sont destinés à des gens qui sont plutôt des classes moyennes, qui sont des jeunes actifs et qui aujourd'hui ne parviennent plus à se loger. Et donc ce plan qu'on propose, il s'inscrit évidemment, de toute façon, il doit répondre aux contraintes financières de la période que nous traversons, et conduire à faire des choix. Louis de Crevoisier, votre essai coécrit avec Paul-Armand de Veillon, c'est aussi un exercice d'autocritique. Vous êtes énarque, haut fonctionnaire, et vous écrivez, vous n'êtes pas tendre, hein, vous écrivez que la haute fonction publique n'a pas le début du commencement de l'idée de ce que cela peut être de vivre en dehors des métropoles. C'est cinglant quand même. Absolument. Nous, ce qui nous a frappé en partant du grand débat national, en écoutant cette parole des Français, c'est la forte défiance qui était exprimée à ce moment-là à l'endroit des responsables politiques, mais aussi des économistes et des hauts fonctionnaires que mon co-auteur et moi sommes. Cette défiance, elle nous oblige d'abord à l'écouter. C'est toute la démarche du livre, c'est d'abord une démarche d'écoute, ce livre. Et il est vrai qu'aujourd'hui, une partie de l'élite à Paris s'est éloignée du vécu des Français, du quotidien des Français. Et Paul-Armand Veillon et moi-même, qui venons de la Loire, de la Meuse, nous y sommes particulièrement sensibles. Et donc, on pense qu'il faut y apporter des réponses qu'on essaye de proposer dans le livre. Pour autant, il s'apporterait une nuance, si vous me le permettez. Le discours qui consiste à opposer les élites et les classes populaires, ou les élites et les classes moyennes, c'est aussi le creuset des populismes. C'est un discours qui conduit à enfermer les classes moyennes dans ce qu'elles sont et qui nie finalement toute possibilité de mobilité sociale. Et ce discours, nous, on a souhaité le dépasser en mettant l'ascenseur social, comme vous l'avez rappelé, au cœur de la promesse faite aux classes moyennes. Vous êtes au sein des cabinets, vous êtes haut fonctionnaire, je le disais, au ministère de l'économie. Ce sont des éléments qui sont pris en compte, vous trouvez ? En tout cas, nous, ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que la carrière des hauts fonctionnaires ne valorise pas suffisamment les passages dans des postes opérationnels sur le terrain, dans la France périphérique, dans les villes moyennes, dans les petites villes, et valorise surtout des postes à Paris. Et donc, ce qu'on propose dans le livre, c'est d'essayer de davantage valoriser dans les parcours de carrière des postes qui amènent à être davantage connectés aux réalités des Français. Merci beaucoup, Louis de Crevoisier, d'être venu nous voir ce matin sur Radio Classique. Je rappelle le titre de votre livre, Repartir du réel, économie, la parole aux classes moyennes, un essai coécrit avec Paul-Armand de Veillon, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. 8h27 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit libre avec nous comme chaque vendredi. Géraldine Vosner, rédactrice en chef du magazine Le Point, et l'éditorialiste Jean-Marie Colombani. Ce sera juste après la revue de presse.